Le Théétète de Platon, suite. Théétète, tu m'en fais souvenir à toi. Il en reste une, en effet. La première était pour ainsi dire l'image de la pensée dans la parole. La seconde, qui vient d'être discutée, la marche vers le tout par la voie des éléments. Mais la troisième, quelle est-elle selon toi? Socrate. C'est juste la définition que la plupart des gens donneraient. C'est le pouvoir de fournir une marque qui distingue l'objet en question de tous les autres. Pourrais-tu me rendre ainsi raison de quelque objet? Oui, du soleil par exemple. Je pense que tu seras satisfait si je te dis que c'est le plus brillant de tous les corps célestes qui tournent autour de la Terre. Parfaitement. Écoute pourquoi j'ai dit ceci. C'est comme je viens de m'en expliquer, que si tu saisis dans chaque objet ce qui le distingue des autres, tu en saisiras selon quelques-uns la raison. Mais tant que tu n'atteins qu'un caractère commun, tu n'auras la raison que des objets auxquels ce caractère est commun. Je comprends, et il me paraît qu'on fait bien d'appeler cela la raison des choses. Mais si, avec une opinion droite sur un objet quelconque, on saisit encore ce qui le distingue des autres, on aura la science de l'objet dont on n'avait auparavant que l'opinion. Nous ne craignons pas de l'affirmer. Maintenant, tête que j'en suis venu à regarder de près cette affirmation comme une peinture en perspective, je n'y comprends plus rien du tout. Tant que j'en étais loin, je croyais y voir quelque chose. Comment et pourquoi? Je vais te l'expliquer si j'en suis capable. Ayant sur toi une opinion droite, si j'y ajoute la définition de ta personne, alors je te connais. Sinon, je n'ai qu'une simple opinion. Oui. Or, cette définition, nous l'avons vu, l'explication de ta différence. En effet. Lors donc que je n'avais de toi qu'une opinion, n'est-il pas vrai que je ne saisissais par la pensée aucun des traits qui te distinguent des autres? Vraisemblablement. Ainsi, je n'avais dans ma pensée que quelques-uns de ces traits communs qui ne sont pas plus à toi qu'à tout autre, nécessairement. Dis-moi, au nom de Zeus, pouvais-je en ce cas avoir une opinion sur toi plutôt que sur tout autre? Suppose en effet que je me dise en moi-même, celui-là est Théétète qui est un homme avec un nez, des yeux, une bouche et tous les autres membres. En quoi cette pensée me fera-t-elle concevoir Théétète plutôt que Théodore, ou comme on dit, le dernier des Mysiens? En rien, en effet. Mais si je ne me représente pas seulement un homme qui a un nez et des yeux, si je me le représente en outre avec un nez camard et des yeux à fleur de tête, aurais-je alors une opinion de toi plutôt que de moi-même, ou de tous ceux qui ont des traits pareils? Pas du tout. Mais Théétète ne sera pas, j'imagine, l'objet de mon opinion, avant que sa camardise ait gravé et déposé en moi un souvenir différent des autres camardises que j'ai vues, et ainsi des autres parties qui te composent, de sorte que, si je te rencontre demain, cette camardise te rappelle à mon esprit et me fasse concevoir de toi une opinion juste. C'est parfaitement exact. C'est donc sur la différence que l'opinion droite aussi porterait en chaque objet? Il paraît que oui. Alors, l'adjonction de la raison à l'opinion droite, qu'est-elle outre cela? Si en effet cela veut dire adjonction d'un jugement sur ce qui distingue un objet des autres, la prescription devient tout à fait ridicule. Comment? C'est que, quand nous avons une opinion droite sur ce qui distingue un objet des autres, c'est nous ordonner de prendre en outre une opinion droite sur ce qui différencie cet objet des autres. À ce compte, tourner la citale ou le pilon ou tout autre objet proverbial ne signifierait rien auprès de cette injonction. Le mot s'appliquerait mieux au conseil d'un aveugle, car nous ordonner d'acquérir encore ce que nous avons déjà, afin d'apprendre des choses sur lesquelles notre opinion est faite, c'est être franchement aveugle.
Alors dis-moi ce que tu voulais me dire tout à l'heure en m'interrogeant. Mon enfant, si par l'adjonction de la raison, on entend la connaissance de la différence et non la simple opinion, c'est une chose agréable que cette raison est la plus belle qu'on ait donnée de la science. Car connaître, c'est avoir acquis la science, n'est-ce pas? Oui. Alors, si on lui demande ce qu'est la science, l'auteur de la définition répondra apparemment que c'est l'opinion droite avec la science de la différence, car l'adjonction de la raison serait cela selon lui, il semble. Et c'est le comble de la naïveté de nous dire à nous qui cherchons la science que c'est l'opinion droite avec la science de la différence ou de toute autre chose. Ainsi, tête, la science n'est ni la sensation, ni l'opinion vraie, ni la raison ajoutée à l'opinion vraie. Il semble que non. Maintenant, sommes-nous encore gros de quelque chose, cher ami, et sentons-nous des douleurs d'enfantement au sujet de la science, ou sommes-nous entièrement délivrés? Oui, par Zeus, et j'ai dit avec ton aide plus de choses que je n'en portais en moi. Mais tout cela, notre art maïeutique, n'affirme-t-il pas que ce n'était que du vent, et que cela ne mérite pas qu'on le nourrisse? Certainement. Si donc tête, tu essayes par la suite de concevoir d'autres pensées, et si tu les conçois, tu seras plein de choses meilleures grâce à la discussion présente. Et si tu demeures vide, tu seras moins à charge à ceux que tu fréquenteras, et plus doux, parce que tu seras assez sage pour ne pas croire que tu sais ce que tu ne sais pas. C'est là tout ce que mon art peut faire et rien de plus. Je ne sais rien de ce que savent les grands et admirables sages de ce temps et du temps passé. Quant à l'art d'accoucher, ma mère et moi, nous l'avons reçu de Dieu, elle pour les femmes, et moi pour les jeunes gens d'âme généreuse et pour tous ceux qui sont beaux. Et maintenant, il faut que je me rende au portique du roi pour répondre à l'accusation que m'a intenté Mélétos. Mais je te donne rendez-vous ici pour demain matin, Théodore. Fin du tête-à-tête de Platon.